Le silence fut ce qui l'alerta. Un silence soudain, total, contre nature, qui déchira le voile de pleurs continus devenu la bande sonore de ce penthouse palatial sur Milan. Pendant 6 mois, la plainte aiguë du petit Léo avait été la seule chose vivante dans cette maison stérile. Maintenant, ce son s'était interrompu. Alessandro Romano, héritier milliardaire d'un empire de parfums, sentit un frisson de terreur glaciale le long de son dos. Un tel silence ne pouvait signifier qu'une chose, le pire. Il se leva brusquement de son bureau, la colère montant en lui comme une vague sombre. La nouvelle domestique, une de plus. Elle avait probablement abandonné son poste, incapable de supporter les cris, laissant son fils seul. D'un pas furieux, il marcha vers la chambre de l'enfant, prêt à la renvoyer, à l'humilier, à déverser sur elle toute sa frustration de père impuissant. Il ouvrit la porte violemment, son visage un masque de fureur, et se figea, pétrifié. La scène qui s'offrit à lui le détruisit et le reconstruisit en un seul et dévastateur instant. Ce n'était pas une scène d'abandon, c'était la scène la plus primale du monde. Sofia, la nouvelle domestique, était assise sur le fauteuil à bascule, tenant son fils dans ses bras. Mais elle ne le berçait pas simplement. D'un geste qui était à la fois un acte de désespoir et d'une infinie tendresse, elle l'allaitait. Léo, l'enfant qu'aucun médecin n'avait réussi à calmer, était collé à son sein et dormait. Il dormait profondément. Pour la première fois depuis des semaines, son petit corps enfin détendu, nourri, en sécurité. Alessandro ne voyait pas une domestique. Il voyait une mère, et il vit les larmes qui coulaient silencieusement sur les joues de Sofia. Des larmes de soulagement pour cet enfant, mais aussi d'une douleur profonde, un deuil qu'il ne pouvait comprendre. À cet instant, la colère d'Alessandro se dissipa, remplacée par une vague de choc, de gratitude et une émotion si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Si cette image puissante vous a déjà captivé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cet acte désespéré va changer leur vie. Écrivez-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez. Nous sommes si proches de notre rêve d'atteindre les 1000 abonnés, et avec votre aide, nous pouvons y arriver. Votre soutien est tout pour nous. Le penthouse d'Alessandro Romano était un sanctuaire de design moderne, mais il ressemblait à un laboratoire. Tout était blanc, hypoallergénique, sans odeur. Un paradoxe cruel pour un homme qui était un maître des parfums, capable de distinguer des centaines de notes olfactives dans une seule fragrance. Pourtant, il était complètement sourd et aveugle au besoin le plus élémentaire de son propre fils. Depuis que sa femme, Elena, était morte en couche 6 mois plus tôt, Alessandro était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il portait des costumes impeccables, mais ses yeux étaient cernés par la fatigue et l'échec. Les pleurs de Léo étaient devenus l'odeur de son impuissance. Les meilleurs spécialistes d'Europe avaient franchi ce seuil, offrant des diagnostics coûteux et des solutions inutiles. Le dernier venait de partir, suggérant un trouble neurologique rare, une autre étiquette pour son désespoir. Puis Sofia Costa était arrivée, une femme de 30 ans engagée pour maintenir l'ordre dans cette maison immaculée, non pour s'occuper de l'enfant. Elle venait d'un petit village de Sardaigne et se déplaçait avec un calme qui semblait absorber la tension de l'environnement. Ses yeux profonds et attentifs voyaient ce que les autres ignoraient. Mais Sofia cachait sa propre tragédie secrète. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu son bébé nouveau-né. Elle avait accepté ce travail à Milan pour fuir sa maison vide, le silence qui hurlait sa perte. Son corps, cependant, n'avait pas encore oublié. Il produisait encore du lait, un souvenir douloureux et constant du fils qu'elle ne pouvait plus nourrir. En Léo, elle ne voyait pas un cas médical. Elle voyait une âme perdue, tout comme la sienne. Elle sentait sa douleur comme si c'était la sienne. Son instinct maternel, nié par la mort, était encore vivant, pulsant sous la surface de sa tristesse. Ce jour-là, les pleurs de Léo atteignirent un pic d'agonie insupportable. C'était un son qui déchirait l'âme. Tandis qu'Alessandro sombrait dans le désespoir dans son bureau, Sofia n'en put plus. Sa douleur et son instinct fusionnèrent en une décision folle, désespérée. Elle savait qu'elle pouvait être renvoyée, humiliée, dénoncée. Mais le besoin d'apaiser cette souffrance était plus fort que toute peur. Elle entra dans la chambre de l'enfant, le prit dans ses bras, le serra contre sa poitrine et, le cœur brisé pour son fils perdu et pour ce petit être souffrant, lui offrit le seul réconfort que son corps pouvait encore donner. Elle le mit au sein. Le miracle fut instantané. Les pleurs cessèrent, et ce fut ce silence qui déchaîna la fureur d'Alessandro.
Mais la fureur mourut sur le seuil. Face à cette scène, à cette vierge douloureuse nourrissant son fils, Alessandro comprit. Le problème de Léo n'était pas neurologique. C'était une faim de contact, de chaleur, de réconfort. Une faim qu'aucune formule chimique n'aurait jamais pu apaiser. Sans faire de bruit, il ferma la porte et s'appuya contre le mur du couloir, le corps secoué d'un tremblement. Enfin, après des mois, il respira. Il n'affronta pas Sofia, pas ce soir-là. Il la laissa dans cette bulle de paix, à bercer son fils, à pleurer ses larmes silencieuses. Le lendemain, il l'attendit dans la cuisine. Sofia entra, pâle et effrayée, prête à être chassée. Mais Alessandro ne la regardait pas avec colère. Il la regardait avec une humilité presque révérencieuse. Il s'approcha et, la voix brisée par l'émotion, ne lui dit que 3 mots. « Merci, s'il te plaît, aide-moi. » Leur alliance venait de naître, forgée dans la douleur et le désespoir. Mais ils ne savaient pas que cet acte de pur amour maternel était sur le point de déchaîner la haine de ceux qui n'y voyaient qu'un affront aux conventions sociales et à la mémoire d'une femme morte. La comtesse Isabella, mère d'Elena, une femme froide et élitiste, était déjà en route pour Milan. Elle n'accepterait jamais un tel scandale. La paix dans cette maison était une trêve fragile, et la guerre était sur le point de commencer. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail. Que Dieu vous bénisse. Le Penthouse, autrefois un lieu d'angoisse, devint un sanctuaire de paix. Sous le regard attentif et reconnaissant d'Alessandro, Sofia continua de nourrir Léo. Chaque fois qu'elle l'allaitait, elle ne lui donnait pas seulement de la nourriture, mais aussi un morceau de son cœur en deuil, guérissant sa propre blessure tout en soignant celle de l'enfant. Léo se transforma. Il devint un bébé serein, qui dormait, mangeait et, pour la première fois, souriait. Alessandro était un homme nouveau. La gratitude qu'il éprouvait pour Sofia se transformait lentement en quelque chose de plus profond. Il admirait sa force, sa générosité, son sacrifice, mais c'était un sentiment tourmenté. Chaque fois qu'il voyait Sofia tenir son fils dans un geste si intime et maternel, il ressentait une pointe de douleur. C'était la place qui aurait dû être celle de sa femme. Il se sentait coupable de la paix qu'il ressentait, comme s'il trahissait la mémoire d'Elena. Cet équilibre délicat fut brisé par l'arrivée de la comtesse Isabella. Elle entra dans la maison comme une rafale de vent glacial, ses yeux froids inspectant tout. Elle trouva Alessandro dans le salon, jouant avec un Léo souriant. Mais son attention fut captée par un détail qui l'horrifia, un biberon de lait maternel tout juste sorti du réfrigérateur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. « Ne me dis pas que tu utilises du lait d'un lactarium. J'ai lu que c'est très dangereux. » Mal à l'aise, Alessandro tenta d'expliquer. « Non, comtesse, c'est celui de Sofia, c'est elle qui nourrit Léo. » La comtesse le regarda comme s'il était devenu fou. L'idée que son noble petit-fils soit nourri au sein par une domestique, une inconnue, lui parut une obscénité. Mais c'est dégoûtant, primitif. Comment peux-tu permettre une chose pareille? Tu déshonores la mémoire de ma fille. À partir de ce moment, la comtesse commença sa croisade. Elle accusa Sofia d'être une arriviste, une femme rusée qui utilisait son corps pour manipuler un homme vulnérable et s'insinuer dans la famille. Elle empoisonna l'esprit d'Alessandro de doutes et de soupçons. « Ne vois-tu pas, Alessandro ?» lui disait-elle le soir, sa voix un sifflement mielleux. « Elle t'attache à elle de la manière la plus sournoise. Elle te fait croire qu'elle est indispensable. Martha serait horrifiée. Tu laisses une étrangère prendre sa place. » Les paroles de la comtesse jouaient sur son sentiment de culpabilité, sa blessure la plus profonde. Alessandro se sentit à nouveau partagé, confus. Il voyait son fils aller bien, mais le venin du doute s'insinuait dans son cœur. « Elle l'a sauvé, » répliquait-il faiblement. « Ou peut-être a-t-elle simplement trouvé le moyen parfait de vous rendre tous les deux dépendants d'elle » rétorquait la comtesse avec une logique impitoyable. « Que savons-nous vraiment de cette femme, de ses habitudes, de sa santé? Tu mets la vie de ton fils entre les mains d'une paysanne. » Sofia sentait l'hostilité de la comtesse comme une présence physique. La femme la suivait du regard, critiquait chacun de ses gestes, la traitait avec un mépris à peine voilé. Mais Sofia endurait en silence. Elle le faisait pour Léo. Le lien qu'elle avait créé avec cet enfant était devenu sa seule raison de vivre. La comtesse, voyant que ses paroles ne suffisaient pas, décida de passer à l'action. Elle avait besoin d'une preuve, de quelque chose de scientifique.
pour détruire la confiance d'Alessandro. Et si la preuve n'existait pas, elle la créerait. Elle contacta un vieil ami de la famille, le docteur Moretti, un pédiatre dont la clinique privée avait été sauvée de la faillite des années auparavant grâce à un généreux prêtre de sa famille, un médecin qui lui devait tout. Un jour, elle se présenta à Alessandro avec une expression de fausse inquiétude. « Mon chéri, j'ai parlé au docteur Moretti, par précaution. Il m'a dit que, dans ces cas-là, il est fondamental d'analyser le lait maternel pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries ou de carences nutritionnelles. C'est juste une précaution pour la sécurité de Léo. » Tourmenté par le doute, Alessandro accepta. Il se sentit misérable de trahir ainsi la confiance de Sofia, mais la peur pour son fils était plus forte. Le cœur lourd, Sofia fournit un échantillon de son lait, sentant que c'était le début de la fin. Elle ne pouvait imaginer à quel point le plan de la comtesse était diabolique. L'échantillon n'arriva jamais dans un vrai laboratoire. Il fut analysé en privé dans la clinique de Moretti. 2 jours plus tard, le médecin appela. La comtesse mit l'appel sur haut-parleur. La voix du médecin était grave et professionnelle. « Monsieur Romano, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Le lait de la demoiselle présente une charge bactérienne anormale et une grave carence en certains nutriments essentiels. À long terme, cela pourrait causer des problèmes de développement à l'enfant. Je déconseille vivement de continuer. » Ce fut un coup de poignard au cœur d'Alessandro. La preuve scientifique, irréfutable. La gratitude envers Sofia se transforma en un sentiment amer de trahison et de peur. Il avait fait confiance et il avait mis son fils en danger. Il convoqua Sofia dans son bureau. Le rapport du laboratoire était sur la table, une condamnation écrite noir sur blanc. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui demanda-t-il, la voix dure comme la pierre, sans même la regarder. « Tu m'as menti. Tu faisais du mal à mon fils. » Sofia lut ces mots insensés. Charge bactérienne. Carence. C'était un cauchemar. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Monsieur, je vous en prie, c'est une erreur. Je ne ferai jamais assez, » l'interrompit-il, sa frustration explosant. « Je t'ai fait confiance et j'ai eu tort. La comtesse a raison. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'approcheras plus de Léo. Tu te contenteras de ton travail. Et je ne veux plus entendre un mot. » L'injustice fut si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Elle ne fut pas renvoyée. Elle fut condamnée à une torture pire, rester dans cette maison, à entendre les pleurs de Léo qui allaient inévitablement recommencer, sans pouvoir rien faire. Il lui fut interdit d'entrer dans sa chambre. La nurserie redevint un territoire stérile, régi par les règles strictes de la comtesse. Et, comme prévu, l'enfer revint dans cette maison. Privé de sa nourriture et de son réconfort, Léo recommença à pleurer. Mais ce n'étaient plus les pleurs d'avant. C'était une plainte faible, déchirante, le son d'un enfant qui abandonnait. Il refusait le lait maternisé, perdait du poids, son petit corps était de nouveau secoué de tremblements. La comtesse, avec un calme glaçant, décréta « Tu vois, c'est une crise de sevrage. Cette femme lui a donné quelque chose qui crée une dépendance. Ça prendra du temps, mais il se purifiera. » Alessandro l'écoutait, mais son cœur lui disait que c'était un mensonge. Le son de la souffrance de son fils était une accusation constante contre sa décision. Chaque nuit, il passait des heures devant la porte de la nurserie, écoutant ses pleurs qui le déchiraient, se sentant le pire père du monde. Sofia, reléguée dans ses appartements, vivait un enfer parallèle. Chaque plainte de Léo était un coup de poignard. Mais sous la douleur, son esprit vif ne se donnait aucun repos. Quelque chose clochait. Elle avait grandi à la campagne. Elle connaissait les rythmes de la nature. Elle savait qu'elle était en bonne santé. Le rapport du médecin était un mensonge. Elle en était certaine. Elle commença à réfléchir. Elle se souvint du nom du médecin, Moretti. Elle appela sa cousine à Milan, une femme de ménage qui travaillait dans plusieurs cabinets médicaux de luxe. Elle lui demanda s'il le connaissait. « Moretti ?»« Bien sûr, » répondit la cousine. « Un homme arrogant, toujours plein de dettes. On dit qu'il vit de l'argent. De la famille de la comtesse. C'est leur petit chien. » Ce fut la première fissure dans le mur de mensonges. Un médecin à qui on pouvait faire du chantage. L'intuition de Sofia se transforma en soupçon. Mais que pouvait-elle faire? Elle était prisonnière dans cette maison, surveillée de près par la comtesse. Elle décida de prendre un risque. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle se glissa hors de sa chambre et se dirigea vers le bureau d'Alessandro. Elle savait qu'il gardait les documents importants dans un tiroir de son bureau. Les mains tremblantes,
Elle chercha le dossier médical de Léo. Elle trouva le rapport du docteur Moretti. Elle le photographia avec son vieux téléphone portable. C'était une maigre preuve, mais c'était un début. Mais la comtesse était rusée. Elle avait remarqué le changement chez Sofia, d'une victime résignée à une femme qui observait trop. Elle s'était rendue compte de son incursion nocturne. Elle comprit que Sofia n'abandonnerait pas et qu'elle représentait une menace. Elle décida de l'éliminer une fois pour toutes. Le lendemain, la comtesse l'affronta dans le couloir. Son sourire était glacial. « J'ai vu que tu aimes fouiner », lui dit-elle à voix basse. « C'est une habitude très dangereuse. » Elle lui montra son téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo de sa vieille mère, assise sur un banc dans son petit village de Sardaigne. Une photo prise ce matin-là. Le message était glaçant et sans équivoque. « Tu es une fille intelligente, Sofia », continua la comtesse. « Tu comprendras qu'il vaut parfois mieux oublier certaines choses, pour le bien de tous, surtout des personnes auxquelles tu tiens. » Sofia sentit son sang se glacer dans ses veines. Ce n'était plus seulement une menace pour son travail, c'était une menace pour sa famille. Elle se sentit s'effondrer. Elle était seule, impuissante, piégée. La comtesse avait gagné. Elle avait détruit sa réputation, l'avait séparée de l'enfant qu'elle aimait et la tenait maintenant par le plus vil des chantages. Tout espoir était perdu. L'obscurité avait tout englouti. La menace de la comtesse fut comme une porte de fer qui se referma, scellant Sofia dans son désespoir. Pendant des jours, elle fut un automate. Elle nettoyait, cuisinait, obéissait, son visage un masque vide. Les faibles pleurs de Léo, qui filtraient à travers les murs, étaient une torture constante qui lui rappelait son impuissance. La peur pour sa mère en Sardaigne la paralysait. Elle avait perdu. Il n'y avait plus rien à faire. Pendant ce temps, Alessandro vivait son enfer personnel. Les paroles de la comtesse et le rapport du médecin avaient perdu leur solidité. Il s'effritait face à la réalité de la souffrance de son fils. L'état de Léo empirait à vue d'œil. Il était devenu apathique, sa peau translucide, ses yeux toujours fermés, comme s'il ne voulait plus voir un monde qui ne lui causait que de la douleur. Une nuit, incapable d'en supporter plus, Alessandro prit une décision. Il appela son médecin de famille, un homme âgé et sage qui le connaissait depuis son enfance, le docteur Bianchi. Il lui demanda de venir voir Léo, mais il lui fit une demande étrange. « Je veux que vous préleviez un échantillon de sang de mon fils, » dit-il, « et je veux que vous le fassiez analyser par un laboratoire indépendant. Ne le dites à personne, pas même à ma belle-mère. » Le docteur Bianchi, voyant l'état de l'enfant et le désespoir dans les yeux d'Alessandro, comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Il accepta. Le prélèvement fut fait en secret pendant que la comtesse était sortie pour une après-midi de shopping. Les résultats arriveraient dans les 24 heures. Ce même soir, quelque chose se produisit qui changea à nouveau le cours des événements. Sofia, en rangeant la bibliothèque, fit accidentellement tomber une étagère. Un vieil album de photos de famille tomba. En le ramassant, une photo glissa. Elle représentait Elena, la défunte épouse d'Alessandro souriante, tenant un nouveau-né dans ses bras. Mais ce n'était pas Léo. Au dos, une date et une inscription. « Moi et mon petit cousin. Comme j'ai hâte de devenir maman. » Sofia regarda de plus près le bébé sur la photo. Il avait une petite tache de naissance distinctive en forme d'étoile sur le front. La même tache qu'elle avait vue sur le fils de sa cousine, celle qui travaillait dans les cabinets médicaux. Soudain, un souvenir lui traversa l'esprit. Sa cousine lui avait dit que le docteur Moretti, le médecin de la comtesse, était le pédiatre de son fils. Et elle lui avait raconté comment, des mois auparavant, elle était désespérée parce que son lait ne semblait pas suffire et que le bébé avait des problèmes de croissance. Moretti lui avait prescrit des analyses. Une idée folle, une intuition terrifiante, se fraya un chemin dans l'esprit de Sofia. Et si le rapport n'était pas un faux, mais celui d'un autre enfant? Un enfant avec de réels problèmes de carence nutritionnelle? Et si la comtesse avait utilisé le désespoir d'une autre mère pour créer son mensonge? La peur pour sa mère était toujours là, mais cette nouvelle et horrible possibilité la secoua. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait d'un médecin corrompu qui jouait avec la vie des enfants. Elle prit son téléphone portable et, les mains tremblantes, appela sa cousine. « Je dois te demander quelque chose de très important, » lui dit-elle. « Ça concerne le docteur Moretti et les analyses de lait de ton fils. » Le lendemain matin, Alessandro reçut l'appel du docteur Bianchi. Sa voix était grave. « Alessandro, les résultats sont arrivés, et ils sont déconcertants.
L'enfant est gravement déshydraté et malnutri. La formule que vous lui donnez n'est pas assimilée. Dans son sang, il n'y a aucune trace de bactéries ou de substances anormales. C'est un enfant en bonne santé qui est, littéralement, en train de mourir de faim. Pour Alessandro, ce fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. La vérité, nue et crue, le frappa avec une violence inouïe. Le rapport de Moretti était un mensonge. Et lui, à cause de ce mensonge, était en train de tuer son fils. À ce moment précis, Sofia frappa à la porte de son bureau. Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une nouvelle détermination. Elle n'attendit pas qu'il parle. « Monsieur, » dit-elle, la voix ferme, « je sais ce que votre belle-mère a fait, et j'ai les preuves. » Elle lui montra la photo du rapport de Moretti qu'elle avait prise avec son téléphone. Puis elle lui montra une autre photo qu'elle venait de recevoir de sa cousine. Le rapport des analyses de lait de sa cousine, faites des mois plus tôt par le même Moretti. Ils étaient identiques. Même valeur, même diagnostic, même mise en forme. La comtesse et le médecin n'avaient pas falsifié un rapport. Ils avaient utilisé l'ancien en changeant seulement le nom. Elle a utilisé la maladie du fils de ma cousine pour vous. Trompé, expliqua Sofia. Et elle a menacé ma famille pour me faire taire. La colère d'Alessandro fut terrible. Ce ne fut pas une explosion, mais une implosion. Une énergie glaciale et létale s'empara de lui. Il prit le téléphone. Il appela son avocat et la police. Puis il se tourna vers Sofia. « Va voir mon fils », lui dit-il, la voix rauque. « Maintenant, sauve-le ». Sofia courut à la nurserie. Elle prit dans ses bras le petit corps de Léo, si léger, si fragile. Elle s'assit et, sans plus aucune peur, le nourrit. Et tandis que l'enfant faiblement recommençait à téter, la porte du salon s'ouvrit. La comtesse Isabella rentra, souriante, avec ses sacs de course. Mais son sourire s'éteignit lorsqu'elle vit 2 policiers en uniforme et un Alessandro au visage de pierre qui l'attendait. « Que signifie tout ceci ?» demanda-t-elle, son arrogance vacillant. Alessandro posa devant elle les 2 rapports, le vrai de son fils et le faux de Moretti. « Ça signifie que c'est fini. »« Isabella, » dit-il avec un calme terrifiant, « tu as failli tuer ton petit-fils. Tu as corrompu un médecin. Tu as fait chanter une femme innocente. Tout ça pour ton stupide et égoïste besoin de contrôle. » La comtesse blêmit, cherchant une échappatoire, un déni. Mais à ce moment, le docteur Moretti entra, escorté par un autre agent. Confronté aux preuves, il s'était effondré et avait tout avoué. « Elle m'a forcé, » balbutia-t-il en désignant la comtesse. « Elle a menacé de révéler mes dettes. » Le masque de la comtesse se brisa. Son visage se tordit en une grimace de haine pure. « Je l'ai fait pour lui, » hurla-t-elle en désignant la porte de la nurserie. « Pour protéger le sang de ma famille d'une paysanne, d'une nourrice. » « Cette nourrice, » l'interrompit Alessandro, sa voix s'élevant pour la première fois, « a plus de noblesse et d'amour dans son petit doigt que tu n'en as jamais eu dans toute ta vie. Emmenez-la. » Tandis que les policiers lui passèrent les menottes, la comtesse lança un dernier regard plein de venin à Alessandro, mais il ne la regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur la porte de la nurserie, d'où ne provenait plus un pleur, mais le son doux et presque oublié d'un enfant qui se nourrissait en paix. La justice n'avait pas seulement été rendue, la vie recommençait. Êtes-vous resté sans voix comme nous? Votre like nous aide énormément à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Incroyable. Maintenant, continuons la vidéo. L'arrestation de la comtesse Isabella fut comme l'explosion d'une bombe à retardement qui avait tic-taqué en silence pendant des mois. Quand la porte du penthouse se referma derrière elle, elle ne laissa pas un vide, mais un silence profond, chargé de possibilités. Pour la première fois, Alessandro sentit que cette maison pouvait vraiment devenir la sienne. Sa première action ne fut pas d'appeler des avocats ou des managers, ce fut de marcher lentement vers la nurserie. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène qui lui avait sauvé la vie. Sofia allaitait toujours Léo, le berçant doucement. L'enfant, après des semaines d'agonie, était enfin rassasié et serein. Les larmes coulaient encore sur le visage de Sofia, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Alessandro s'approcha, s'agenouilla à côté du fauteuil à bascule et, pour la première fois, toucha la main de Sofia. Un geste simple, mais qui contenait un univers d'excuses non dites. « Je suis désolé », murmura-t-il, la voix brisée. « Désolé d'avoir douté de toi, de ne pas t'avoir protégé, de t'avoir fait souffrir. » Sofia le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe, ni rancune. Il n'y avait qu'une compassion profonde, infinie. « Vous n'avez pas à vous excuser, »
répondit-elle à voix basse. Vous étiez un père au cœur brisé. Maintenant, nous devons juste penser à lui. Et son regard revint sur l'enfant, le centre de leur monde. Les jours qui suivirent furent consacrés à la guérison lente et délicate de Léo. Sous les soins affectueux de Sophia et la présence constante d'un père enfin libéré de la peur, l'enfant s'épanouit. En quelques semaines, il reprit du poids, des couleurs et surtout le goût de vivre. Ses premiers rires remplirent les salons silencieux, effaçant à jamais l'écho de ses pleurs. La maison changea avec lui. Alessandro, guidé par Sophia, commença à démanteler le laboratoire stérile qu'il avait construit. Les murs blancs furent peints de couleurs chaudes. Des tapis moelleux remplacèrent les marbres froids. Les meubles design furent flanqués de jouets colorés. L'air, auparavant sans odeur, se remplit du parfum du lait, du talc et, occasionnellement, de la tarte aux pommes que Sophia préparait. La relation entre Alessandro et Sophia évolua de manière naturelle et silencieuse. Ce n'était plus un arrangement de nécessité, mais un partenariat basé sur une confiance inébranlable. Il s'assura que la mère de Sophia était en sécurité et que le docteur Moretti était radié de l'ordre des médecins, faisant face aux conséquences juridiques de ses actes. Elle, en retour, lui apprit à être père. Elle lui montra comment changer une couche, comment interpréter les différents types de pleurs, comment chanter une berceuse, mais surtout elle lui apprit à ne pas avoir peur du contact. Elle l'encouragea à tenir Léo peau contre peau, à sentir sa chaleur, son souffle. Pour Alessandro, chaque geste était une découverte, une pièce de ce puzzle paternel qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Ensemble, ils firent aussi face au deuil qui les unissait. Un soir, ils trouvèrent le courage de parler de leurs anges perdus. Elena, l'épouse et mère idéalisée, et le petit-fils de Sophia, à qui elle n'avait jamais pu donner de nom. Ils partagèrent leurs histoires, leurs larmes, leurs souvenirs, et dans ce partage, leur douleur ne disparut pas, mais elle devint plus légère, un fardeau qu'ils pouvaient enfin porter, ensemble. Ce fut au cours d'une de ces soirées qu'Alessandro comprit qu'il était tombé amoureux. Ce n'était pas la passion dévorante qu'il avait ressentie pour Elena. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme. C'était l'amour pour la femme qui lui avait rendu son fils et lui avait réappris à vivre. Il le lui avoua avec une simplicité désarmante, alors qu'il regardait Léo dormir paisiblement dans son berceau. « Sophia, » lui dit-il en lui prenant la main, « quand je te regarde, je ne vois pas seulement la femme qui a sauvé mon fils, je vois la femme qui m'a sauvé. Et je crois que je t'aime. » Sophia ne répondit pas tout de suite. Les larmes emplirent ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'un bonheur si inattendu qu'il en était presque douloureux. « Je vous aime aussi, Alessandro, » murmura-t-elle. « Je vous ai aimé dès le premier instant où j'ai vu votre amour désespéré pour votre fils. » 1 an plus tard, ils se marièrent. La cérémonie eut lieu dans le jardin fleuri d'une villa en Sardaigne, le village de Sophia, entouré du parfum du myrte et de la chaleur de leur famille. Léo, un bébé robuste et joyeux qui faisait ses premiers pas, apporta les alliances, symbole d'un nouveau départ construit sur les fondations du passé. Leur vie à Milan devint un hymne à la normalité et à la joie. Alessandro continua de diriger son empire de parfums, mais avec une nouvelle perspective. Il lança une fondation au nom d'Elena pour soutenir les mères, célibataires et la recherche sur la dépression postpartum, transformant sa douleur en un héritage d'aide pour les autres. 3 ans après ce jour terrible, le Penthouse n'était plus reconnaissable. C'était une maison pleine de vie, de rires et d'amour. Léo, un enfant de près de 4 ans, courait dans les couloirs, poursuivi par un père qui n'avait plus peur de jouer par terre. Un soir, en couchant Léo, l'enfant se blottit contre Sophia. « Maman !» lui dit-il, avec la simplicité des enfants. Puis il se tourna vers Alessandro. « Papa !» Pour lui, c'était la normalité. Pour eux, ce mot était un miracle quotidien. Plus tard, sur la terrasse qui dominait les lumières de Milan, Alessandro serra Sophia dans ses bras. Elle était enceinte, et la vie qu'elle portait en elle était le sceau de leur bonheur. « Tu sais, » dit Alessandro en caressant son ventre, « j'ai passé ma vie à essayer de créer le parfum parfait, une fragrance qui pourrait capturer l'essence du bonheur. Et finalement, j'ai compris. »« Qu'as-tu compris ?» demanda-t-elle en souriant. « Que le bonheur n'a pas d'odeur, » répondit-il en l'embrassant. « Il a le son des rires d'un enfant, la chaleur d'une famille et le goût de ton amour. » Ils avaient trouvé leur essence. Une famille née d'une double tragédie, devenue un symbole de la façon dont l'amour,
dans sa forme la plus instinctive et sacrificielle, peut guérir toutes les blessures et faire renaître la vie même de la douleur la plus profonde. Et maintenant, une question pour vous. Pourriez-vous pardonner à Alessandro d'avoir douté de Sofia au début, ou sa peur le rendait-elle inexcusable? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que le véritable amour peut nous apprendre à voir le monde différemment. Abonnez-vous pour d'autres histoires où le cœur voit plus loin que les yeux. Commentez « L'amour guérit » si vous aussi, vous avez été touché par cette fin.